Alors j'invite à utiliser les chaises du saloon. Marie-Dominique Dressé, bonjour, vous êtes vice-président de l'Eurométropole. On va débattre avec vous pendant une demi-heure. On va dire que le débat, on va le maintenir à un temps réduit par 2 pour essayer de gagner un petit peu. Brice. Bonjour Brice, tu es le directeur adjoint de l'étage. Gérard Mauger, Jean-Michel Iter, François Sarfati, je vous invite aussi à revenir débattre avec nous. Alors Brice, on a entendu parler ce soir d'activités cloisonnées des différentes institutions qui travaillent vers notre public de jeunes. Est-ce que l'étage, au bout de 40 ans ou 42 ans, est-ce que l'étage peut dire que ce décloisonnement a réussi dans vos locaux quai des Bateliers ? Ouais, non, je pense qu'il faut le prendre, parce que si je le laisse là. Oui, tu me disais, Olivier. Est-ce que le décloisonnement a réussi ? Je ne sais pas si le décloisonnement a réussi, mais c'est vrai que j'ai été très intéressé par ce qu'a dit M. Sarfati, qui a pris pas mal de choses que je voulais dire, donc il faut que maintenant j'ajuste. Mais oui, c'est vrai que le tableau de ces différents dispositifs qui ont suivi dans le temps, je les ai connus. Ça fait 20 ans que je travaille à l'étage. J'ai fait travailleur social, chef de service, directeur adjoint. Et j'ai rencontré ces dispositifs. Et ce que je dois dire, c'est qu'au niveau de l'association, j'essaie de perpétuer la tradition de ne pas se cantonner à ces dispositifs, de les intégrer comme des outils qui auront tous un objectif supérieur à chacun de ces outils. L'objectif supérieur, celui de l'étage, c'est d'accueillir tous les jeunes qui sont sans domicile et qui n'ont aucun autre interlocuteur à qui s'adresser que l'étage. Et donc, on se sert de ces dispositifs à un moment donné pour avoir des postes de personnes qui peuvent accueillir, mais qui ne vont pas se limiter effectivement à ce qui a été dit, à la logique du dispositif, à celle de la signature, de l'évaluation du parcours individuel, mais bien d'offrir au territoire un endroit où chaque jeune peut s'adresser. Donc, c'est vrai que le choix de l'association, et celui auquel je crois et que j'essaie de continuer, c'est de ne pas avoir une logique frontale par rapport à cette logique de dispositif. On connaît les limites de ces dispositifs, mais de cette logique-là, mais c'est d'essayer de l'intégrer dans une stratégie avec un objectif qui est affiché, qui est clair, qui est pas, on ment pas aux financeurs sur ce qu'on fait au niveau de l'association. On veut avoir un lieu qui accueille les jeunes sans rendez-vous, sans orientation, sans accompagnement dans une durée prédéterminée. Et donc pour ça, on essaye d'expliquer en quoi le dispositif pourra servir à cette mission-là. Ça demande une intelligence, à un moment donné, personnelle, du territoire, collective, qui avec de la confiance au niveau de l'association. Et donc, oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend des époques. Mais globalement, ça a bien fonctionné. Depuis 2 ans et demi, je suis présent avec vous, à vos côtés, avec mon projet, avec le projet photo que j'ai mené avec vous, et on a souvent l'impression que vous faites patienter les jeunes avec des petites choses que vous avez juste sous la main. C'est d'ailleurs une des employées de l'étage qui m'a dit ça, qui m'a soufflé cette belle formule. Est-ce qu'on peut pérenniser une action autour de petites choses qu'on a sous la main ? Alors, bon, là, du coup, ça rejoint complètement ce qui a été dit sur patienter en attendant qu'il y ait un boulot. Mais moi, par rapport à cette patience, c'est la stabilisation de la situation. C'est-à-dire, à un moment, les jeunes qui arrivent à l'étage ne savent pas où dormir, ne savent pas où manger, n'ont pas un sou en poche, etc. Donc, c'est vrai que on essaye, à un moment donné, de remettre un petit peu à flot. On n'est pas la mission locale, on n'a pas de quoi mettre en emploi, mais on essaye de au moins préparer la situation au moment où ça arrivera.
Donc oui, il y a un côté salle d'attente de l'insertion, mais qui n'est pas à rien faire, qui est d'ouvrir un compte en banque, d'avoir sa carte d'identité, de gérer les dettes qu'il pourrait y avoir à droite à gauche. Donc c'est d'améliorer en attendant, mais voilà, qu'il y ait quelque chose qui s'améliore dans la situation générale, avec justement peut-être ces dispositifs ailleurs qui émergent. Marie-Dominique Dressé, bonjour. Partagez-vous le micro, c'est bien. Tout à l'heure, Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, a dit merci aux salariés de l'État parce que c'est vous qui nous aidez à connaître le public des jeunes. Alors, entre toutes les collectivités et toutes les autorités qui interviennent dans le domaine de l'État, Union européenne, État, CEA, Eurométropole, etc., qui connaît le mieux les jeunes? Je ne parle pas de l'éducation nationale, de l'université, de la mission locale, bref. Toutes les institutions. Mais les jeunes, ça n'existe pas. Enfin, la jeunesse, ça n'existe pas en tant que telle. Hein. Les jeunes, c'est une masse de personnes, d'individus, au parcours particulier, propre. On n'est pas un même jeune quand on habite au fin fond d'un quartier, dans une famille en exil, qu'un jeune du centre-ville qui a des activités socio-culturelles à portée de main, etc. etc. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, là, on parle déjà en grande précarité, ceux qui sont à la rue, ceux qui concernent l'État avant tout, et puis c'est un peu l'objet de la journée. Mais oui, je suis vice-présidente de l'Eurométropole, et à ce titre-là, on s'est dit que sur les jeunes, ou les jeunesses plutôt, on ne comprenait pas vraiment ce qui se jouait. Alors évidemment, je viens d'entendre cet après-midi plein de choses, et les trois interventions là, des sachants sont un peu éclairantes sur... disons, elles mettent en forme, mais pas de façon très réjouissante, ce qu'on peut ressentir sur le terrain. Parce que je suis aussi vice-présidente de la mission locale de Strasbourg et de Eurométropole de Strasbourg. D'abord, parlons de la mission locale, peut-être à partir de là. On est le pôle emploi des jeunes, des jeunes les plus en difficulté, mais qui vont venir à la mission locale. Donc, il y a tous ceux qui passent par la Pôle emploi, et puis il y a tous ceux qui ne viendront jamais à la mission locale, et ils viennent à la mission locale pour justement aller vers le travail, l'emploi, la formation. En tout cas, ils sont déjà dans une dynamique qui les prédispose à supposer qu'on puisse construire les réponses, mais qui les prédispose. Donc, on va, au niveau de la mission locale, on remplit le boulot, il y a des dispositifs nationaux. Voilà. Ce qu'on peut en dire, c'est que les dispositifs aujourd'hui s'empilent, ça a été dit, s'empilent les uns derrière les autres à une vitesse accélérée, si possible, qui rendent un peu difficile l'appropriation même d'un seul dispositif pour pouvoir bien le mettre en œuvre, pour pouvoir corriger ces effets pervers, néfastes, améliorer un dispositif et en tirer le meilleur parti. Et on passe à un autre dispositif qui, là, très précisément, en passant la garantie jeune, qui était quand même assez intéressante, on passe à un dispositif qui est beaucoup plus restrictif. On nous avait fait miroiter que des 400 000 personnes concernées nationalement sur la garantie jeune, on allait passer on pouvait envisager 1,5 million de mesures contrat jeunes qui ouvraient les perspectives, paraît-il. On en est aujourd'hui à 400 000 sur des contrats qui sont très contraints, qui obligent à une activité qui doit être prévue pour la semaine qui suit, le jeune doit rendre compte de sa semaine qui vient de se passer, etc. Enfin, ça devient impossible à gérer, et ça s'ajoute à d'autres difficultés. Ça a été dit, on souhaite un accompagnement global, c'est-à-dire que tout le monde sait que quelqu'un en difficulté n'a pas qu'une difficulté, et particulièrement ceux qui viennent à la mission locale, pour la moitié au moins, ont des difficultés de logement.
comment on prend ça en compte, comment on se donne le temps de répondre à la question. Si on ne répond pas à cette question du logement avant celle du travail, on est sûr que ça va capoter, enfin, etc. Donc on est dans une accélération de la réussite vers l'emploi via des dispositifs qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre et qui, de toute façon, ne concernent pas les plus précaires des plus précaires. On prend la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une typologie des jeunes qui accrochent et une typologie des jeunes qui n'accrochent pas ? Non, et je veux dire, moi, ce que je dis, c'est qu'à la mission locale, tout le monde ne vient pas à la mission locale. Donc là, alors il y a des initiatives, on va dire, qui vont peut-être améliorer la chose avec ce qu'on appelle les contrats engagement jeunes en rupture, qui décrètent un aller vers. Mais c'est extraordinaire, le l'aller vers. Évidemment, il fallait chercher les jeunes là où ils sont, travailler avec tous les acteurs, ce qu'on fait déjà. Mais on ne peut pas imaginer que les moyens mis pour cela soient à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas vrai. Donc de toute façon, on laisse de côté ceux qui sont le plus éloignés et qui ont besoin de temps, qui ont besoin de cheminement particulier. Et ce que Brice disait est intéressant. Ou tout à l'heure sur le temps perdu, les photos, machin, c'est pas du temps perdu. En fait, ce qui nous manque certainement, ou ce qui manque aux jeunes, c'est de pouvoir lui laisser le temps de rentrer dans une histoire, qu'on lui fasse confiance et qu'on trouve l'accroche qui lui permette de construire son propre parcours et peut-être d'aller vite vers l'emploi, ou peut-être pas du tout, mais qu'on lui permette de se trouver dans ce qu'il est, dans son essence propre, qu'il puisse construire sa propre autonomie, et cela ne peut se faire que s'il a des ressources, et se pose la question évidemment du revenu universel qui aujourd'hui est complètement écarté. Ouais, merci pour cet éclairage. Jean-Michel, est-ce que tout à l'heure vous avez évoqué l'esprit frondeur de l'étage à ses débuts? Est-ce que cet esprit frondeur existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore exister dans une structure qui a pris une telle dimension avec 110 salariés? Ce n'est pas forcément au père fondateur qu'il faut poser ce genre de questions, mais au suivant. Vous savez, je suis un peu dans la position dans la position de celui qui regarde évoluer ses enfants. Pour autant, je ne parlerai pas à leur place. Alors l'esprit frondeur, Brice, il est encore là, ou est-ce que c'est impossible de le maintenir avec une telle taille de structure? Après, c'est plusieurs choses. Déjà, il faut que ce soit utile, un esprit frondeur. Être frondeur pour être frondeur, ça fait plaisir aux frondeurs, mais voilà. C'est évident que il y a moins de... Il y a une diversité d'opinions, il y a une diversité d'actions qui font que il y a une professionnalisation au sein de l'association. Maintenant, je pense que la parole de dénonciation de la situation des jeunes les plus éloignés de l'emploi, du logement, de la santé, et le fait qu'aujourd'hui on continue à faire remonter ce besoin-là à chaque fois qu'on peut. Et aujourd'hui, c'est encore un nouvel événement, enfin en tout cas quelque chose qui permet de rappeler cette situation-là. Ces jeunes qu'on appelle invisibles, ce que je répète à chaque fois, c'est qu'ils ne sont pas invisibles à l'étage. Donc des fois, c'est compliqué d'arriver dans des réunions, on dit, bon, il va falloir aller vers les jeunes invisibles, où on dit, mais ils sont là. Est-ce qu'il faut être frondeur pour monter un projet aussi culotté que Joséphine Becker? Oh non, enfin non, il y a pas, non, je pense qu'aujourd'hui il a été évoqué la question du reporting. C'est quelque chose qui a été et qui est encore difficilement vécu dans le secteur du social, de dire de dire ce qu'on a fait et combien de fois on l'a fait, et est-ce que ça fonctionnait. Et pendant longtemps, il y a eu le fait de dire, mais ça, on peut pas se poser cette question-là dans le social. C'est impossible, c'est pas éthique. C'est comme de dire, évaluer l'éducation nationale ou des choses comme ça. Enfin, ça s'évalue pas, ça doit être là et il faut donner plus de moyens. Et donc il y avait une fronde là-dessus. Oui, je pense que celle-là,
on peut la dépasser, on peut maintenant, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la panique, on ne sait pas faire. Et du coup, parce qu'on ne sait pas faire, on va dire qu'il ne faut pas le faire. Et donc, je pense qu'on peut dépasser certaines frondes, et on voit bien que Joséphine, apparemment, on pourrait se dire, mais ça, héberger des personnes toxicomanes avec chiens dans des caravanes, etc., c'est quelque chose de marginal, mais en fait, c'est quelque chose qui est à la demande de la ville et de l'État. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un squat qu'on a organisé, qui a été labellisé par la suite. Hein. Donc François, par rapport à cet esprit frondeur qu'on a évoqué ici à Strasbourg, vous, en tant que sociologue, en plus, je ne sais pas si vous connaissez bien le territoire strasbourgeois, comment est-ce que vous l'appréhendez, comment est-ce que vous l'analysez, pardon ? De mon point de vue, il y a plusieurs dimensions dans ce qu'on est en train de se dire. D'abord, faut jamais oublier que les débuts, les fonds baptismaux, comme on dit pour faire chic, ça n'a rien à voir avec l'institutionnalisation d'une structure. Donc il y a un premier élément qui est que lancer une action de ce type-là suppose par définition de faire bouger les lignes et d'être un peu frondeur. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que le contexte sociopolitique d'aujourd'hui n'est pas exactement le même. C'est à ça que ça sert un anniversaire, ça sert à se retourner, à regarder. Le contexte sociopolitique du moment n'est pas exactement le même. Et donc, un directeur du social, aujourd'hui, ne peut pas être frondeur. Je ne parle pas à votre place. Hein. Je rends compte d'analyses sur les directeurs du social et du médico-social que je viens de terminer avec 2 de mes collègues. Les directeurs du social et du médico-social ne sont pas frondeurs, parce qu'ils s'ils sont frondeurs, ils se font démettre ou secouer par les financeurs, les tutelles, les autorités. Et donc, j'ai envie de dire, pour paraphraser ce que nous disent nos enquêtés dans ce travail, un bon directeur, une bonne directrice, c'est quelqu'un qui rend les chiffres qu'on lui demande, c'est quelqu'un qui fait exactement l'action telle qu'elle est pensée par les financeurs, par les tutelles, par les autorités de contrôle, mais qui, au nom du fait qu'il ait bien fait ce qu'on lui a demandé là-dessus, il peut investir 15% de son temps, 20% de son temps sur des causes qui lui tiennent à cœur, sur des causes sur lesquelles il a envie d'embarquer l'équipe et sur des causes dans lesquelles, en fait, on fait de l'action autonome, qui ne peut pas se qualifier de frondeuse, mais en tout cas, on fait une action qui, là où il y a les sources de l'innovation, là où on fait déplacer les lignes, là où, en fait, on trouve encore du sens à ne pas être simplement un agent d'une politique publique qui vient d'en haut, piloté d'en haut. Et donc, voilà, il y a ce niveau-là, quoi. Si on est sur le niveau de l'action publique et sur le niveau des directeurs, on voit ça. En revanche, en effet, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, moi j'ai vu des tas et des tas de conseillers, d'animateurs, etc., qui, dans le face-à-face, dans l'intimité du face-à-face avec un jeune, avec une jeune, passent un temps considérable à individualiser sa pratique et à chercher à faire bouger les lignes. Mais ça, aucun contrôle, aucun contrôleur, aucun new public management, aucun État serait assez puissant et totalitaire pour interdire, cadrer complètement le contenu de l'échange interindividuel. Et c'est aussi ces moments-là, ou des moments d'action collective auprès de jeunes, qui se structurent les possibilités de faire bouger les lignes dans le face-à-face. Gérard Monger, depuis la création de l'étage, il y a eu de grosses modifications dans la typologie des jeunes qui sont accueillis dans de telles structures. Tout à l'heure, Jean-Michel nous parlait des zonards des années 70. Les zonards, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, on a des jeunes issus des vagues migratoires, notamment la crise migratoire en 2015-2016. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle population, pardon pour le mot, cette nouvelle typologie de jeunes qui arrivent dans des structures telles que l'étage ? C'est une question difficile, là, surtout en 5 minutes, d'essayer de répondre à ça. Donc, je ne suis pas capable de répondre à ça, vraiment. Je pense que, comment dire, c'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais même tendance à dire que c'est sans doute plus difficile autant que dont parlait M. Itter tout à l'heure. J'ai l'impression que les choses se sont durcies sous des tas de rapports. Hein. Par exemple, je pense que dans ces banlieues compliquées,
voilà, où se recrutent beaucoup de ces jeunes en échec scolaire, qui ne trouvent pas de boulot, qui n'ont pas très envie d'aller bosser, etc., qui sont de plus en plus investis dans l'économie de la drogue, etc. Bon, je ne crois pas que voilà, cet aspect-là de la question, que je connais un peu pour y avoir travaillé longtemps, fait que les choses ne sont pas plus faciles qu'au temps des blousons noirs. Hein. C'est même plutôt plus difficile. Je crois que c'est pire, quoi. Ce que je voudrais dire quand même, c'est à propos de... C'est un commentaire comme ça que m'inspire le film que j'ai vu tout à l'heure. Je trouve que ce que vous faites à l'étage a quelque chose, comment dire, à la fois de courageux et de réconfortant, je trouve. Alors, je veux dire dans quel sens? Il me semble que j'ai cru comprendre, quoi, que ce que vous faites, c'est des choses tout à fait élémentaires, tout à fait simples. C'est que des jeunes, ou pas jeunes, ou moins jeunes, qui sont complètement démunis de tout, voilà, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de support familial, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de papier, etc. Bon, voilà, s'occuper de cette espèce de cette situation, faire face à l'immédiat de cette situation, le plus élémentaire, qui est la condition de tout le reste, sans un minimum d'emploi, parlons pas d'emploi, non, sans un minimum de sécurité instantanée, matérielle, voilà. Avoir un toit, avoir de quoi bouffer, avoir des papiers, parce qu'il en faut pour exister dans le monde social, c'est la condition nécessaire de tout le reste. Voilà, quelles que soient les politiques mises en œuvre, quels que soient les dispositifs mis en œuvre, si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de penser pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, je crois. Bon, donc assurez ça. C'est à la fois, ça a l'air extrêmement modeste, mais je trouve que c'est aussi, comment dire, c'est à la fois assurément utile, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi, hein, par rapport au sentiment qu'on peut avoir de faire un travail utile ou pas. Je pense que vous avez là la possibilité de faire un travail utile, même si c'est une tâche extrêmement difficile, elle a le mérite d'être nécessaire et incontestablement utile. Ça ne veut pas dire que c'est une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire à tout le reste. Quoi que ce soit qui se passe après, s'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, je trouve que c'est un bel encouragement pour les équipes de l'étage. Voilà, je trouve que c'est bien ce que vous faites. Voilà. Non, réellement, je trouve. Je suis pas toujours convaincu. Non, je suis pas toujours convaincu que vous voyez, qu'on déploie des efforts, voilà, parfois très compliqués, très sophistiqués, etc., et que ce soit formidablement utile. Ça, au moins, vous pouvez vous dire ça, quoi. C'est ce que vous faites, c'est utile. Moi, quand je bosse, je suis pas toujours convaincu que ce soit très utile. Je vous le confie volontiers. On va vous passer la parole comme promis. Vous avez ce mérite-là, et c'est beaucoup, voilà. On va vous passer la parole comme promis. Mon micro est à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos 5 intervenants dans leur saloon? Et si vous n'avez pas... Allez-y, posez des questions. Si vous n'avez pas de questions, je peux vous aider un petit peu. Par rapport au film, tout à l'heure, il y a eu plein de témoignages, des témoignages en voix off, mais c'est vous qui parliez. Dans ce film, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez envie d'échanger sur la base des témoignages du film avec nos intervenants? Si quelqu'un souhaite le micro, levez la main. Et puis sinon, moi, je repose une question en direct et puis après je vous repasse la parole. Ah, pardon. C'est pas à propos du film, mais c'est un peu ce que m'a suggéré la dernière intervention de M. Boger. Il y a une dimension aussi à l'étage qui n'est pas apparue cet après-midi, mais qui est importante, c'est inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et à devenir aussi des acteurs de la vie civique. Et ça, c'est vraiment un gros boulot. Et l'insertion par la drogue n'est pas tout à fait dans la même démarche, effectivement. Lui, là, vous parlez de l'engagement citoyen des jeunes, qui est une des missions écrites, une des missions prioritaires de l'étage. Olivier, ouais. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Par rapport à ce travail qui est fait de première rencontre, de réponse aux premiers besoins, on se rend compte, dans les dispositifs qui ont été cités tout au long de l'histoire, très régulièrement, il y a eu un dispositif annexe qui rapidement s'est monté après. Pareil avec le CEJ, il y a eu Civis Outras Plus, Civis Plus, la garantie jeune, il y a eu PASSEA, CEJ, TAC, derrière on fait CEJ JR, jeunes pas réfugiés, jeunes en rupture, parce que on se rend compte que le dispositif à la base, garantie jeune, Civis, le public auquel il s'adressait, il n'y a pas accès. Et donc, parce qu'il est trop strict. Donc il y a trop de prérequis, le ticket d'entrée il est trop cher pour le public qui vise. Donc on va faire un dispositif bis, plus souple, pour accueillir ce dispositif.
Et là, ça reste, à partir du moment où il y a encore des prérequis, où il y a encore un dossier à remplir pour s'inscrire, où il faut un compte en banque, où il faut une carte d'identité, etc., on ne touchera pas ce public avec un dispositif. Il faut que le dispositif, il ait rien du tout, il soit juste ouverture aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté. Mais ça va à l'encontre de la logique de dispositif, parce qu'après, on n'a plus de cohorte, on n'a plus d'indicateurs sur qui est ce public qui va dans le dispositif. On ne peut plus contrôler le public à l'entrée. Il y a un élément qui est hyper intéressant dans ce que vous venez de dire, je crois, c'est que, en effet, on est au cœur, à mon avis, d'un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a du personnel politique qui dit vouloir faire des choses, on a des gens experts des questions au ministère du Travail ou au ministère des Solidarités sur ces éléments, ils voient absolument ça. Concrètement, ils voient exactement le sujet là-dessus. Supprimons tous les dispositifs, supprimons les différents tiroirs, les différents séquençages. De fait, si on prend... moi, j'ai suivi, par l'intermédiaire d'un doctorant avec lequel je travaille, un garantie jeune réfugié financé par le PIC. Donc tout d'un coup, on refabrique une autre catégorie d'une sous-catégorie, etc., avec un autre acteur qui finance, avec un autre mode d'évaluation, etc. Et là, tout d'un coup, on en arrive à toujours cette usine à gaz, au nom du contrôle des populations, mais aussi au nom du contrôle des professionnels de jeunesse. Et moi, je suis fasciné parce que je parlais tout à l'heure de ces gens qui avaient été les artisans de l'ombre de la garantie jeune, qui disaient mais c'est formidable, c'est une impulsion exceptionnelle, on n'a jamais mis autant sur les jeunes. Et alors, un sociologue, c'est quelqu'un qui est parfois désagréable. Alors je disais, ouais, non, je trouve ça formidable. Moi, je suis hyper content de tout ça. Ceci dit, on est à quoi? On va être à aller à 7500 € par jeune. Je disais, mais comment ça, c'est beaucoup? C'est des jeunes qui n'ont rien eu jusque-là. Sachez qu'une année en classe préparatoire continue de coûter 15 000 €. Et donc, pour des gamins, des fils de la bourgeoisie qui ont réussi à l'école et qui vont réussir dans la vie, dépenser 15 000 €, c'est pas un problème. En revanche, pour des gamins qui ont des gueules cassées, qui ont des accidents de parcours, qui ont des situations familiales extrêmement difficiles, tout d'un coup, l'idée qu'on allait dépenser 7 000 € était, on avait l'impression que c'était une absolue révolution, quoi. Et moi, je trouve que j'aime bien, j'aime pas beaucoup les chiffres, mais j'aime bien en rappeler certains, quoi. Et je trouve que c'est pas mal d'imaginer ça. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où on est structuré par les inégalités sociales, par des politiques qui ont l'air de dire qu'ils dépensent beaucoup en faveur de ceux qui ont moins, et en même temps, rapporter aux individus, finalement, c'est pas grand-chose. Sachant que une classe préparatoire, on y est plusieurs années, sachant qu'on a été avant dans les études plus longtemps, on y sera après plus longtemps, dans des écoles subventionnées par la tutelle publique, etc. Et donc on voit bien, quoi, la puissance publique met plus d'argent sur celles qui ont plus. Et sans qu'il y ait besoin de beaucoup se battre. En revanche, pour tout le secteur du social, il y a besoin en permanence de montrer au créneau, de montrer que c'est efficace, de montrer que ça sert à quelque chose. Et moi, je trouve qu'on est dans un moment extrêmement important politiquement. Vous parliez tout à l'heure des questions de citoyenneté. On doit passer son temps à rappeler que les jeunes et les moins jeunes en situation de pauvreté n'ont pas décidé d'être dans l'indolence, n'ont pas décidé de se laisser porter par la société, mais au fond ont été placés dans cette situation, n'ont pas eu les mêmes possibilités d'accéder aux droits, les mêmes possibilités d'accéder à l'école, ont été violentés par le système scolaire et ont été violentés par un certain nombre d'institutions. Et donc c'est important toujours de rappeler que ces situations qui sont souvent des échecs personnels, mais en fait globalement tout le temps des échecs collectifs, supposent une prise en charge de la société et que c'est pas ces gens qui gratteraient quelque chose, c'est la société qui leur doit quelque chose, qui construit ce ciment collectif. Alors on a deux questions dans la salle. Une première, monsieur. Ce n'est pas une première question, c'était juste une petite réponse. Jean-Michel, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par timidité ou pas, qui n'a pas répondu par rapport à la fronde, mais moi je l'ai côtoyé à ce moment. Et par rapport à cette fronde, un jour, Jean-Michel me dit « Écoute, on va dans le Val de Villers, je vais te montrer quelque chose. »
Et il m'emmène dans le Val-de-Villers, dans un hangar, il me dit « on va construire un avion avec les jeunes de l'étage ». Je ne sais pas si tu te rappelles, et c'était au même moment où on avait les financeurs qui venaient pour nous contrôler. Nous, c'était quelque chose de surréaliste, des jeunes qui, je me suis dit, savent démonter des mobylettes peut-être, et qui allaient apprendre peut-être la mathématique quantique, ou que je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et on a construit un avion, un vrai avion qui a volé, n'est-ce pas Jean-Michel ? Oui. Et par rapport à la fronde, parce que parfois on se mettait en danger, c'est rigolo, mais on était en danger. Un jour, je dis à Jean-Michel, on a rendez-vous avec le banquier un samedi matin. Samedi matin, on avait envoyé des jeunes en Colombie, on avait payé les billets d'avion, mais après, il n'y avait pas d'argent sur le compte. Non, mais c'est pas ceux qui ramènent la coke. Hein. Et, oui, alors les jeunes étaient partis. Je dis à Jean-Michel, tu viens, samedi on a rendez-vous. Mais c'était bien parce que je n'ai pas donné d'explication. Je dis, tu viens samedi, on a rendez-vous à la CMDP avec la directrice. Et la directrice, on arrive, elle commence à nous dire, vous savez qu'il y va de vos propres deniers, et ci et ça. Et vous, en tant que président, je dis, je suppose que moi je suis bête, mais ceux qui m'ont élu, peut-être qu'ils ne le sont pas. Et j'ai dit, voilà, vous n'avez qu'à mettre une hypothèque, Jean-Michel sortant, titre de propriété, et moi aussi, c'était des petites propriétés, on avait acheté juste des studios. Hein. Et donc, pour dire... Voilà, ça c'était juste au titre de l'anecdote, quoi. C'était quand même assez... Mais à côté de ça, il y avait des rituels par rapport à tous ces dispositifs qu'il y avait. L'avantage de l'étage, c'est qu'on avait un concept précis qui fonctionnait par rapport à une situation. On avait ce concept, un environnement, il fonctionnait. Dès qu'il y avait un autre environnement, une autre situation qui se présentait, notre concept, on était prêt à faire une coupure épistémologique, de construire un autre concept et qui tienne la route. Et je crois que ça a été toujours... Et à côté de ça, on a été toujours... loyaux avec nos financeurs, il n'y avait pas de s'il vous plaît, on était loyaux, et voilà quoi. C'était pour remercier Jean-Michel de cette aventure où chaque fois j'ai eu quand même le cœur qui a bougé parfois. Hein. Merci pour ce témoignage. Il y avait une question devant, madame. Merci à vous. Bonjour, je suis Isabelle Gueux, la directrice départementale de l'emploi, du travail et de solidarité. Je ne peux pas ne pas, effectivement, en tous les cas, apporter tout ce qui est fait sur ce territoire, qui s'appelle un département, où donc on réussit tous, chacun en ce qui nous concerne, avec bien sûr nos casquettes distinctes, à travailler ensemble dans l'intérêt des jeunes. Des jeunes qui nous bousculent dans un monde qui bouge, comme vous l'avez évoqué. Jeunes et moins jeunes, puisque le plan pauvreté va au-delà des jeunes. En tous les cas, je peux comprendre que peut-être que certains de vos interlocuteurs, monsieur le sociologue, soient peut-être éloignés du terrain, mais je pense qu'on peut se féliciter tous autant que nous sommes, et je le dis parce que derrière, c'est tous les travailleurs sociaux, et je ne voudrais pas quand même qu'il y ait un pessimisme du fait de l'État, le vilain qui ne comprend rien. Vous avez en tous les cas à l'échelon local et départemental un État qui comprend et qui est à proximité. Becker, Joséphine Becker, c'est la crise sanitaire, confinement, 1000 personnes mises à l'abri. Il restait ces jeunes avec ces chiens. On s'est croisés, Madame Dressé, vous étiez également présente, Brice Mendes. J'ai dit, ok banco, on met à l'abri, mais il y a quand même un contrat d'engagement avec ces jeunes. C'est pas le toit pour le toit, mais on va leur donner aussi cette capacité à pouvoir se projeter. Alors, le mot emploi, si effectivement il est inconvenant, mais c'est déjà pouvoir se reconstruire, se poser, et puis en fonction et grâce au savoir-faire des travailleurs sociaux, et de pouvoir effectivement les amener à un parcours de vie qui les conduise là où ils veulent, bien évidemment. Mais en tous les cas, moi, je voudrais quand même témoigner de cette capacité à pouvoir relever le défi sur notre territoire et prête à engager des actions expérimentales, tant dans l'insertion que l'hébergement des personnes jeunes que vous encadrez au quotidien. Un grand merci à vous. Merci pour votre témoignage. Encore une question, et puis après, on passera aux réjouissances du cocktail. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Émile Boistel, je suis président de Drugstore, qui est basé au Port du Rhin. C'est une association de proximité. Et en fait, au Port du Rhin, toutes les situations, elles sont là. La drogue, la prostitution, le décrochage, vous avez tout. C'est compliqué. On se sent un peu seul.
Là, quand il y a eu les émeutes, ce qui s'est passé avec l'OTAN, ça a brûlé, etc. Là, les pouvoirs publics, ils vont faire « Oh, on va vous aider, on a fait le tram, regardez, on vous aide ». Et en fait, je vois les habitants, je vois la gentrification. Il y a un travail de sociologie qui est fait, notamment, on a des jeunes de sociologie qui sont là, en licence. Et il y a les autres, comme on dit, c'est les nouveaux habitants riches, 4 000 € le mètre carré. Pour les anciens habitants, c'est... Bon, voilà, on n'y pense même pas. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, tout simplement, c'est pourquoi il n'y a rien qui se passe maintenant. Pourquoi on laisse, maintenant on a fait comme si on aide, c'est comme les logements de la cité Louchère, où on dit on va les rénover, les réaménager, mais en fait, non, c'est juste un peu de la poudre aux yeux. Donc, moi, ma question, c'est, comme vous, les pouvoirs publics sont où au final? Aidez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous des fonds, aidez les habitants, les anciens habitants. Aidez-nous, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez répondre sur la question spécifique qui porte sur le quartier du Rhin? Même si vous ne connaissez pas le quartier du Rhin, je pense que vous avez compris à quoi ça ressemble. Moi, j'aimerais répondre sur les deux interventions précédentes en même temps. Oui. Le en même temps, ça me tient à cœur. J'aimerais répondre sur les deux interventions précédentes en même temps, notamment pour dire que mon job de sociologue, c'est pas simplement de penser de ma tour d'ivoire et d'écrire des bouquins dans mon coin, en fait, c'est de passer mon temps au plus près du terrain, dans des missions locales, dans des situations d'accompagnement, auprès de ces jeunes en difficulté. À ce niveau-là, c'est quand j'enquête. Je suis par ailleurs responsable d'un Master 2 en apprentissage, où j'ai tout un tas d'étudiants qui se destinent à travailler dans le secteur, et je les accompagne dans leur structure. Autrement dit, la vision qui est la mienne, elle n'est pas éthérée dans les hauteurs des concepts, mais elle est au plus près de l'action locale. Et les situations que vous venez d'évoquer, monsieur, je les observe. Je les observe comme vous. Mon point de départ est de penser que dans ma position de sociologue, j'ai la possibilité d'avoir une liberté de ton qui n'est pas complètement la même que chacun des autres acteurs en fonction des intérêts, de leur rôle, etc. Il me semble que l'essentiel de ce qu'on est en train de se dire tient dans un changement complet de perspective des politiques publiques. La logique de la segmentation, la logique du découpage en petits morceaux de dispositifs et une logique contraire à la logique de la solidarité nationale envers les jeunes. D'une certaine manière, en distinguant les jeunes pauvres des autres jeunesses, en distinguant ceux qui ont droit à ce petit bout-là, ceux qui ont droit à ce petit bout-là, ceux qui vont faire une expérimentation, les uns sur le permis de conduire, les autres sur... je sais pas quoi, un autobus solidaire, les autres enfin sur tout d'un coup un petit morceau de truc de sensibilisation à des questions de santé, les autres enfin sur de l'addiction, etc. Au fond, on finit par séparer toutes ces jeunesses, alors même que pour un certain nombre d'entre eux, la question ce serait plutôt d'avoir une espèce de cohérence, une cohérence des politiques de jeunesse dans lesquelles, en effet, on accéderait à des droits parce qu'on est jeune et qu'on aurait un ensemble de droits, un continuum de droits lisible, un continuum d'accès à des professionnels de l'action sociale, de l'orientation, de la formation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au fond, mon plaidoyer est pour quelque chose qui ressemblerait à une ouverture bien plus large de ce qu'a été le RSA pour les moins de 25 ans. Vous le savez, ça a été une blague. L'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans a été tellement conditionnée que personne a pu avoir le droit. L'ouverture inconditionnelle à des formes d'accompagnement, parce que je ne crois pas à un revenu universel qui serait juste une enveloppe qu'on donnerait à chacun, puisque vous le savez bien en tant que professionnel de jeunesse, une large partie des jeunes en difficulté, ils n'ont pas simplement besoin de moyens, ils ont besoin d'une oreille, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin d'avoir un peu le temps, et ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et donc, moi, je crois très clairement qu'il y a des défaillances du côté de l'action publique. Il y a des défaillances parce que le système tel qu'il est pensé aujourd'hui par le personnel politique, au fond, est réticent à investir dans la jeunesse. Quoi que disent les programmes politiques, il y a peu d'investissement dans les jeunesses,
un investissement colossal dans une partie de la jeunesse et pas celle dont on parle malheureusement aujourd'hui. Ben merci. Brice, le mot de la fin est pour toi, mais je crois que tu voulais faire applaudir les équipes de l'étage. Il marche aussi. Je crois que tu voulais faire applaudir les équipes de l'étage, ça serait une belle conclusion pour cet après-midi. Du coup, dit comme ça... oui, mais avant d'en arriver là, le débat il est intéressant, il nécessiterait d'être approfondi. La situation, elle n'est pas satisfaisante. Maintenant, dans l'action et dans le travail social, il faut faire feu de tout bois et puis faire avec tout ce qu'on trouve, essayer d'améliorer la situation des gens et donc de ne pas rester à ce constat pessimiste et tout en ne l'oubliant pas non plus, en ne faisant pas passer ce qu'on fait pour la solution et qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc la situation dans laquelle on est. Et oui, effectivement, quand je regardais le film, je t'en parlais, quand je voyais le film avec toutes les personnes qui sont masquées, donc il faut bien voir que ce film a été tourné entre différents confinements, donc ce qui le date bien dans les images. Et pendant cette période-là, certainement que vous vous en souvenez, tous les soirs, pendant un mois, les personnes allaient à la fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Et en même temps, le personnel du social, du médico-social, allait aussi travailler en journée. Et donc, il a été rappelé ce qu'on a fait, distribuer des repas tous les jours, faire des visites à domicile auprès des personnes qui ne pouvaient pas sortir, mais aussi rencontrer les personnes à la rue, dans la rue, puisqu'elles ne pouvaient plus rentrer dans les bureaux. Ça a été, lors de la prolongation du confinement, j'ai plus les mots exacts en tête, mais le président Macron a parlé de ces personnes qui étaient mal reconnues financièrement par le secteur de l'économie et qu'il va falloir s'en rappeler une fois que les événements seront terminés. Donc voilà, je vous propose d'applaudir tous ceux qui ont travaillé pendant ce temps-là pour lancer un rappel sur ce personnel. Merci à vous cinq pour le débat. Merci à vous pour votre attention. Et je passe la parole ou le plateau à Régis et à son équipe.